Alors, on avait traité les exercices 8 et 9 la dernière fois, donc on va traiter l'exercice 10 et peut-être le 11 s'il nous reste du temps. Alors, l'exercice 10, on a un point matériel. Alors, on a un point matériel de masse M qui glisse le long du trajet ABCD. Donc, on a une piste où il y a un quart de cercle AB, ensuite une piste horizontale BC et enfin un plan incliné CD. La partie circulaire AB de centre haut de rayon R est complètement lisse. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre notre mobile et la piste sur la partie circulaire, donc sur la partie AB. Et la piste BCD, donc les parties planes, le plan horizontal et le plan incliné, sont caractérisées par un coefficient de frottement dynamique mu D1. Et sur la partie CD, on va avoir un deuxième coefficient de frottement, c'est-à-dire que les frottements entre M et le plan BC, c'est donné par le coefficient de frottement mu D1. Et les frottements entre le corps de masse petit m et le plan CD, ces frottements-là sont donnés par le coefficient de frottement mu D2. Donc on n'a pas la même nature des surfaces en contact. Alors les questions. Alors les questions. Première question, petit a. Représenter qualitativement les forces appliquées sur la masse M au point M défini par l'angle θ. Alors l'angle θ, il est défini par rapport à la direction horizontale. Donc c'est l'angle qu'il y a entre le rayon OA et le rayon OM. C'est ça l'angle θ. Euh, donc représenter les forces appliquées sur la masse M au point M. Montrer que la vitesse de M au point M est donnée par la relation qui est là, sachant que VA, c'est la vitesse de M au point A, donc sa vitesse initiale, c'est du point A qui commence, c'est à partir du point A qu'il va commencer son mouvement. G est l'accélération de la pesanteur. Déduire l'expression de la vitesse au point B. Donc au point B, ce qu'on va avoir de particulier, c'est que l'angle θ, eh bien, ça sera l'angle qu'il y a entre les rayons OA et OB, c'est-à-dire qu'il va valoir pi sur 2. Alors, deuxième question. Représenter qualitativement les forces appliquées sur M au point N sur la partie BC, donc sur le plan horizontal. Trouver l'expression de l'accélération de la masse au point N. On pose BC égale R, R étant le rayon de l'arc de cercle. Déduire l'expression de la vitesse au point C du trajet, c'est-à-dire à la fin du plan horizontal. Troisième question, cette fois on va regarder ce qui se passe sur le plan incliné. Alors on donne G, alpha, l'angle d'inclinaison du plan, mu D2, CD, et on vous demande de calculer l'accélération de M sur la partie inclinée. Ensuite, petit b. Alors, petit b, si la vitesse initiale de M est nulle, quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D? Et dans ce cas, donc dans le cas où VA égale 0, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD et justifier votre réponse? Alors, on y va. Alors, première question, il fallait représenter qualitativement
les forces appliquées sur la masse au point M, donc sur la partie, sur l'arc de cercle, hein, sur la partie AB. Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer dans cette représentation qualitative? Alors, qualitative, ça veut dire que on n'est pas obligé de calculer les modules des forces et de les représenter avec une certaine échelle. On les représente, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la direction des forces. Alors, première force, c'est le poids. Le poids, il y a aucun mystère là-dedans. Le poids, c'est une force verticale orientée vers le bas. Donc, on commence par le poids. Ensuite, comment est-ce qu'on va représenter la force de contact? Eh bien, on regarde bien les données qu'on a dans notre énoncé. On nous dit que la partie circulaire AB est complètement lisse. Alors, complètement lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement entre la masse et la piste AB. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de frottement, alors je vous rappelle qu'on a déjà vu ça en cours. Quand il n'y a pas de frottement, eh bien, ça veut dire que les coefficients de frottement sont nuls. Et en particulier ici, la, la particule est en mouvement, donc ce qui va nous intéresser, c'est le coefficient de frottement dynamique. Ça veut dire que le coefficient de frottement dynamique est nul. Or, le coefficient de frottement dynamique, c'est quoi? Eh bien, vous regardez pendant que l'objet est en mouvement, vous calculez le rapport des modules de C parallèle et de C perpendiculaire. Et comme on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, ça veut dire que le coefficient de frottement est nul, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de C parallèle. Autrement dit, C aura la direction de la normale. Donc la seule difficulté de cette question, c'était de bien voir que la force de contact n'a pas de composante parallèle au sens, à la direction du mouvement. Alors, voici la direction du mouvement quand je suis ici. La direction du mouvement, elle est toujours donnée par la direction de la vitesse. Donc, je vais dessiner la vitesse. La vitesse est toujours tangente à la trajectoire, d'accord? Et s'il y avait eu des frottements, eh bien, par rapport à cette direction, je cherche la direction de la normale, la direction de la perpendiculaire à la vitesse. Eh bien, s'il y avait eu un frottement, la force de contact, elle aurait été penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Or ici, comme il n'y a pas de frottement, eh bien, la force de contact, elle va être suivant la perpendiculaire à la direction de la vitesse, c'est-à-dire qu'elle va avoir la direction du rayon. C'est bon? Alors, il faut se rappeler que le coefficient de frottement μd, c'est C parallèle. Alors ici, ça va être C tangentiel sur C normal. Et si on vous dit que μd égale 0, d'accord? Eh bien, ça veut dire que la composante tangentielle égale 0. Donc, c'est à la direction de la normale. Voilà. Alors, deuxième question. Alors, deuxième question, on vous demande, donc, petit b, montrer que la vitesse de m au point grand M est donnée par v égale racine de 2gr sinus θ plus va au carré. Alors, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique. Les deux forces appliquées sont les forces qu'on vient de voir dans la question petit a. J'ai le poids et j'ai la force de contact. D'accord? Alors, on va écrire que P plus C égale M1. On part toujours de cette relation-là. Faut faire l'inventaire de toutes les forces, c'est-à-dire bien réfléchir à quelles sont les forces qui s'appliquent sur la masse petit m, et ensuite écrire que la somme de toutes les forces appliquées, ça nous donne le produit de la masse par l'accélération. Donc ici, les deux seules forces, c'est le poids et la force de contact. Et
je vais projeter, et puisque c'est un mouvement circulaire, je vais projeter sur un axe tangentiel et sur un axe normal. Je vais projeter le poids puisque la force de contact, elle est déjà sur un axe normal. D'accord? Alors, sur l'axe normal, donc je vais avoir Pn, donc la composante normale du poids, plus C égale à MAN. D'accord? Je décompose tout, hein. Et suivant la direction de la tangente, eh bien, la force de contact n'aura pas de composante. Le poids va avoir la composante P tangentielle et l'accélération va avoir une composante AT, A tangentielle. Donc, je réécris donc mon équation, je la réécris suivant l'axe normal et suivant l'axe tangentiel. Donc, suivant l'axe normal, alors, je vais peut-être dessiner les vecteurs unitaires UT et UN. Hein. Ça, par exemple. Alors, UT, il est comme ceci. Ça, c'est le vecteur unitaire UT. Et ça, c'est le vecteur unitaire UN. D'accord? Vous tracez le vecteur UT, vous tournez dans le sens trigonométrique de pi sur 2 et vous avez le vecteur UN. UN est toujours orienté vers le centre du cercle dans un mouvement circulaire. Hein. Alors, regardez bien vos vecteurs. PN, il est de sens opposé à UN et C est dans le sens de UN. Donc, je vais pouvoir écrire cette relation-là si j'écris chacun de ces vecteurs, des vecteurs en fonction du vecteur UN, je vais écrire quoi? Je vais écrire que PN, il a une mesure algébrique négative, donc j'écris moins module de PN multiplié par UN. Alors, je recommence. Alors, moins module de PN N. C'est bon? Ça, c'est pour la mesure algébrique du vecteur Pn parce qu'il est de sens opposé à UN. Je vais remettre mes vecteurs. Ça, c'est UT et ça, c'est UN. D'accord? Vous voyez bien que Pn est de sens opposé à UN. Par contre, C, il est dans le sens de UN. D'accord? Et je vais dire que ça, c'est M A N UN. Parce que l'accélération normale, elle est dans le sens de UN. C'est bon? Alors, vous voyez que UN se retrouve partout. Donc, je peux simplifier par UN et je vais avoir moins PN plus C, donc moins le module de PN plus le module de C égale à M, le module de AN. C'est bon? C'est ce que j'ai réécrit ici. Donc, j'ai moins PN. Alors, on regarde bien l'angle θ, il est ici. Je le retrouve là. Vérifiez bien, hein. Ce côté est perpendiculaire à celui-là et ce côté est perpendiculaire à celui-là. Donc, j'ai cet angle qui est le même que cet angle. C'est bon? Alors, dans ce triangle rectangle-là, l'hypoténuse, c'est P, et Pn, c'est le côté opposé à l'angle θ, c'est-à-dire que Pn, ça va être P sinus θ, donc Pn, le module de Pn, c'est mg sinus θ. Donc j'ai cette relation vectorielle qui va me donner la relation entre les modules qui est donc C moins mg sinus θ, ça c'est le module de Pn,
égale à mv carré sur r, qui est m multiplié par l'accélération normale. Alors ensuite, je fais la même chose sur l'axe tangentiel, hein, dans la direction de la tangente. Alors qu'est-ce que j'ai? C n'a pas de composante. Le poids a une composante P tangentielle. Donc je vais avoir P tangentielle UT, c'est bon, égale à M AT. Alors, je passe directement à la relation entre modules. Le module de P tangentiel, eh bien, regardez bien, si vous tracez ce triangle rectangle, P c'est l'hypoténuse et P tangentiel c'est le côté adjacent à l'angle. Ça veut dire que P tangentiel c'est P cosinus θ. Donc j'ai ici, module de P tangentiel c'est mg cosinus θ. Et j'écris que c'est MAT. AT, je sais que c'est dV sur dt. C'est bon? Alors, j'ai donc deux équations. Dans ces deux équations, j'ai plusieurs choses que je ne connais pas. Je ne connais pas la force de contact, d'accord? Je ne connais pas V, je la cherche justement, c'est ça l'objet de la question. Et je ne connais pas la dérivée de V, d'accord? Je connais l'angle. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon objectif, donc C va dépendre de θ, dV sur dt et V dépendent de θ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour éliminer la force de contact et la dérivée de V pour me retrouver au bout du compte avec une seule équation dans laquelle j'aurai V en fonction de θ. D'accord? Puisque ce qu'on me demande de vérifier, c'est est-ce que V, c'est la racine carrée de 2gr sinus θ plus VA au carré. Voilà, alors on y va. Ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai la dérivée de V ici, eh bien je vais essayer de la faire apparaître là, dans la première équation. Et comme ça, quand j'aurai dv sur dt dans la première équation, je pourrais remplacer mdv sur dt par mg cosinus θ. Et je me serais déjà débarrassée de cette dérivée de v qui est une grandeur supplémentaire, alors que moi, je ne veux que la vitesse en fonction de θ. Alors, on y va. Pour faire apparaître la dérivée de v dans cette équation, eh bien, je vais tout dériver par rapport au temps. C'est bon? Alors, dérivée de c, eh bien, je vais écrire que c'est la dérivée de c par rapport au temps. Dérivée de moins mg sinus θ par rapport au temps. Eh bien, j'écris que c'est la dérivée, alors, moins mg, dérivée de sinus θ par rapport à θ, et je multiplie par la dérivée de θ par rapport au temps. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. La dérivée de sinus θ par rapport à θ, c'est cosinus θ. Donc, je garde le signe moins ici. Moins mg cosinus θ. Donc, moins mg dérivée de sinus θ par rapport à θ, multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps. Et de l'autre côté, j'ai quoi? De l'autre côté, j'ai mv carré sur r. Donc, j'ai déjà m sur r qui est constant. Je dois dériver v carré par rapport au temps. Donc, je vais déjà dériver v carré par rapport à v. Donc, je vais avoir 2 fois v, d'accord? Et ensuite, je dérive v par rapport au temps. Donc, je multiplie. J'ai d'abord dérivé v carré, ça m'a donné 2 fois v. Ensuite, je dérive v par rapport au temps. Donc, ça me fait une nouvelle équation que j'ai appelée 1'. Donc, j'ai dérivé chacun des termes et j'obtiens dérivée de c par rapport au temps, moins mg cosinus θ dθ sur dt, égale à 2mv sur r dv sur dt.
C'est bon? Et je sais, d'après l'équation numéro 2, que mdv sur dt, c'est mg cosinus θ. Eh bien, je vais remplacer et je n'aurai plus de terme en dv sur dt. Donc, mon équation 1', si je remplace dedans mdv sur dt par mg cosinus θ, eh bien, ça va me donner, donc, le premier terme reste le même, le deuxième terme reste le même, donc le premier membre de l'équation ne change pas, le second membre va changer puisque je vais remplacer m dv sur dt par mg cosinus θ. C'est bon? Alors ensuite, je suis dans un mouvement circulaire, donc je peux écrire que V c'est R oméga ou encore que c'est R dθ sur dt. Alors ça veut dire que V sur R ici, que j'ai dans cette équation, V sur R, je vais pouvoir le remplacer par dθ sur dt. Autrement dit, j'aurais écrit le premier membre de l'égalité, G dérivé de C, moins mg cosinus θ dérivé de θ, c'est bon, égale à, alors ici, V sur R, je vais le remplacer par dθ sur dt. Donc je vais avoir 2 fois m g cosinus θ et le V sur R, je le remplace par dθ sur dt. J'ai remplacé cette quantité-là, V sur R, par dθ sur dt. C'est bon? Je vais le remplacer ici. C'est bon? Voilà. Alors, vous remarquez que j'ai des termes qui se ressemblent ici. Donc, je vais faire passer ce terme ici et je vais avoir dérivée de c par rapport au temps égale à 3 fois mg cosinus θ dθ. Alors, c'est très bien, c'est un résultat qui est très intéressant parce que ça va me permettre de trouver l'expression de la force de contact. D'accord? Si j'intègre cette expression, eh bien, je vais avoir C. Donc, j'intègre, alors je peux, à partir d'ici, dire que j'ai dc, si je multiplie tout par dt, je me retrouve avec une expression qui ne dépend que de l'angle θ. Donc, 3mg cosinus θ dθ. D'accord? Et l'intégrale de dc, ça va me donner c, si j'intègre des deux côtés. Ici, je vais avoir c. Et de l'autre côté, je vais avoir 3mg, intégrale de cosinus θ dθ. L'intégrale de cosinus θ dθ, c'est sinus θ. Donc, j'ai c égale à 3mg sinus θ, plus évidemment une constante d'intégration. C'est bon? Alors, cette constante d'intégration, comment je fais pour m'en débarrasser? Eh bien, je regarde ce que vaut la force de contact quand je suis à θ égale 0. D'accord? À θ égale 0, alors j'applique l'équation numéro 1. D'accord? Je cherche, en réalité, je suis en train de chercher, alors à θ égale 0, je suis où? Ben, je suis au point A. Hein. Donc, je vais écrire que la force de contact, quand je suis au point A, alors, moins mg sinus θ, que vaut mg sinus θ quand je suis au point A? Ben, c'est 0, parce que au point A, je suis à θ égale 0, le sinus vaut 0, donc j'ai CA moins 0, égale à
mva carré sur r. Conclusion, quand je suis à θ égale 0, eh bien, j'ai la valeur de la force de contact, elle vaut mva sur r. Eh bien, je redescends. Donc, en A, θ égale 0 et V est égal à VA. Donc, l'équation numéro 1 m'a donné CA égale à MVA carré sur R. Alors, je remplace ici. À θ égale 0, C égale CA. CA étant égal à MVA carré sur R. Donc, j'écris que MVA carré sur R égale à θ égale 0, ce terme-là disparaît, égale constante. Ça veut dire que la constante, eh bien, c'est MVA carré sur R. Conclusion, eh ben, j'ai l'expression de la force de contact en fonction de l'angle θ et en fonction de la vitesse à la position A, la vitesse initiale. D'accord? Alors, je reprends mon équation numéro 1. Je vous rappelle que l'objectif de mon calcul, c'est de trouver V en fonction de θ. Alors, j'ai déjà trouvé ça. Je sais que c'est la formule en vert, là. Je sais que c'est 3 mg sinus θ plus mva carré sur R. Ben, je remplace ici. D'accord? Et je vais avoir donc 3 mg sinus θ plus va carré sur R plus mva carré sur R moins mg sinus θ égale à mv2 sur R. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc, 3 fois mg sinus θ plus mva carré sur R. Alors, tout ça, c'est C. C'est ce que je viens de trouver ici. Moins mg sinus θ, c'est ce terme-là. D'accord? Égal à mv carré sur R. Mais voici le second membre. Alors, je peux regrouper ces deux termes. Je vais avoir 2mg sinus θ plus mva carré sur R. D'accord? Celui-là, je l'ai déjà regroupé. Égal à mv carré sur R. Alors, je multiplie, je divise tout par m et je multiplie tout par R. Donc, ici, je vais avoir 2gr sinus θ. Ici, je vais avoir VA carré et ici, je vais avoir V carré. Donc, V carré égale à VA carré plus 2 fois GR sinus θ, d'où V égale la racine carrée de 2GR sinus θ plus VA carré. Voilà. Alors, la prochaine fois, eh ben, on refera... alors, peut-être qu'on le fera en cours, ça. On refera ce calcul. Vous avez vu, c'est relativement long, hein, toutes ces transformations. Eh bien, on va refaire ce calcul en utilisant l'énergie, en utilisant la conservation de l'énergie totale. Et vous allez voir qu'on va retrouver ce résultat en écrivant 2 lignes de calcul. Donc, ça sera beaucoup plus facile à résoudre en utilisant l'énergie. Ben voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez besoin que je reprenne un détail de ce calcul? Je sais que c'est un petit peu, il y a beaucoup d'étapes et c'est pas simple. Donc, si vous avez un problème quelque part, vous me le dites, je reprends. Est-ce que c'est clair? Je considère que c'est clair. Bon, d'accord, très bien. Alors, question petit c. On vous demande de donner, de déduire l'expression de la vitesse au point B. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, le point B? Eh bien, le point B se trouve ici, donc à θ égale à pi sur 2.
d'accord? Et ben, on prend notre résultat et on l'applique à θ égale à pi sur 2. Quand θ est égal à pi sur 2, le sinus vaut 1. Donc ça me donne VB égale racine de 2GR plus VA carré. Alors, on va passer maintenant à la partie horizontale. Alors, la partie horizontale, on vous demande de représenter qualitativement les forces appliquées en un point N qui se trouve sur la partie BC. Alors, la représentation qualitative, alors dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a des frottements sur cette partie. Et donc, on va dessiner le sens. Il faut toujours, quand vous avez une force de contact à représenter, vous devez toujours dessiner le sens du mouvement. Donc, vous représentez le vecteur vitesse. Et comme ça, vous savez comment orienter votre force de contact. La force de contact est toujours, quand l'objet est en mouvement, elle est toujours inclinée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Donc, si la vitesse est vers la droite, la force de contact est penchée vers la gauche. Elle est toujours penchée vers l'arrière. Alors, j'ai donc, sur cette partie-là, puisque j'ai un coefficient de frottement qui n'est pas nul, donc j'ai deux composantes pour la force de contact. J'ai une composante parallèle au plan et une composante perpendiculaire. Et j'ai évidemment le poids qui est toujours vertical et vers le bas. La force de contact, eh bien, elle sera penchée vers l'arrière. Sa composante verticale doit être opposée au poids, d'accord? Et sa composante horizontale, sa composante parallèle au plan, doit être vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Voilà, donc c'était pas utile de représenter ces parallèles et ces perpendiculaires, on pouvait juste représenter le poids et la force de contact penchée vers l'arrière. Alors, vous avez remarqué que je mets toujours les composantes des forces en pointillés. C'est pour bien montrer que ce ne sont pas des forces supplémentaires, c'est des composantes, c'est-à-dire que j'ai une seule force de contact qui a deux composantes, une composante C parallèle et une composante C perpendiculaire. Ce ne sont pas des forces supplémentaires, c'est les deux forces, les deux composantes qui, quand on les additionne, vont nous donner la force de contact. Alors, trouver l'expression de l'accélération au point N. Alors, on voit tout de suite, d'après l'orientation des forces, que l'accélération, elle va être vers l'arrière, d'accord? Puisque là, je vais écrire que P plus C égale MA, et telles qu'elles sont orientées, ces deux forces P et C, l'accélération est forcément, la résultante des forces est forcément horizontale. Donc, je vais avoir une accélération qui va être vers l'arrière. Et c'est, on aurait pu aussi deviner que c'est une accélération qui est vers l'arrière, puisque j'ai un frottement, donc ça veut dire que le mouvement va être freiné, et donc forcément l'accélération est dans le sens opposé à celui de la vitesse. Voilà, il y a plusieurs manières de deviner quel va être le sens de l'accélération. Alors, donc trouver l'expression de l'accélération. Donc j'ai P plus C égale à M. Alors on va appeler cette accélération A1 parce qu'on aura une autre accélération à calculer tout à l'heure, qu'on appellera A2. Donc P plus C égale MA1. Alors je décompose suivant les deux directions, la direction parallèle au plan et la direction perpendiculaire au plan. Je vais avoir C parallèle égale à MA1. Il n'y aura pas de composante parallèle pour le poids. Et ensuite, sur la verticale, donc sur la direction perpendiculaire au plan, je vais avoir le poids qui est complètement porté par la verticale et la composante
perpendiculaire de la force de contact. Donc P plus C perpendiculaire égale à 0 puisque l'accélération elle est horizontale. Si l'accélération n'était pas horizontale, la masse elle serait pas restée sur le plan, d'accord? Donc j'ai forcément pas de composante verticale pour l'accélération. Donc P plus C perpendiculaire égale 0. Alors, la relation entre les modules que ça va me donner, c'est que le module de C perpendiculaire sera égal à M module de A1 et que le module de C perpendiculaire, ce sera le module de P, c'est-à-dire MG. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai mu D1 égale C parallèle sur C perpendiculaire, d'accord? Puisque l'objet est en mouvement et que j'ai un coefficient de frottement mu D1, et je vais avoir module de A1, c'est bon? Alors, puisque j'ai C parallèle égale à MA1, eh bien, ça veut dire que A1, le module de A1 sera égal à C parallèle sur M, d'accord? Et que, alors j'ai sauté des étapes là, donc je vais réécrire ça. Hein. Donc je vais avoir A1, c'est le module, hein, je vais pas mettre, non, allez, je mets les barres et la flèche. Donc le module de A1, c'est C parallèle sur M. C'est bon? Puisque C parallèle, le module de C parallèle, c'est MA1. Et je sais que C parallèle sur C perpendiculaire, c'est mu D1. Donc, je vais écrire que C parallèle, c'est mu D1 multiplié par C perpendiculaire. C'est bon? Et je divise par M. Or, C perpendiculaire, vous voyez que c'est MG. D'accord? Donc, ça veut dire que A1 en module, c'est mu D1 multiplié par MG divisé par M. Donc, mu D1 G. C'est bon? Alors, comme j'ai une accélération négative, on voyait ça à cause de l'orientation de la force de contact, eh bien la mesure algébrique, j'ai mis un signe ici, la mesure algébrique de A1, c'est moins mu D1 G. D'accord? Le signe moins, c'est pour bien montrer que le vecteur accélération A1 est orienté vers l'arrière, il est vers la gauche. Voilà. Alors ensuite, alors on pose BC égale R. Et on vous demande de déduire l'expression de la vitesse au point C. Alors la vitesse, le point C, je ne l'ai plus. Le point C est ici. Hein, j'ai le point B qui est là et le point C qui est là. D'accord? Donc on vous demande, on vous dit que la distance BC est égale à R, le rayon de l'arc de cercle AB, et on vous demande de déduire l'expression de la vitesse au point C. C'est bon? Alors, je redescends. Alors, on va écrire que VC carré moins VB carré. Alors, je vous rappelle que VB, on a trouvé son expression tout à l'heure. Hein. C'était pour θ égale à pi sur 2. C'est bon? On avait trouvé que c'était 2GR plus racine de 2GR plus VA carré. Alors,
Donc, on écrit la relation entre les vitesses. Donc, VC carré moins VB carré égale à 2 A1 BC. Est-ce que tout le monde connaît cette relation? Vous l'avez déjà vue au lycée? Vous connaissez cette relation ou pas? Non? Alors, euh, bon, c'est très partagé. Alors, je sais pas si j'avais eu le temps, je vous ai préparé un, non, c'est pas là. Voilà. Alors, tout ça vient du fait que l'accélération est constante. Alors, comment est-ce qu'on sait que l'accélération A1 est constante? Eh bien, je vais y revenir tout à l'heure, hein. Comment on sait que l'accélération A1 est constante? Eh bien, l'accélération A1, elle provient de quoi? Elle provient du poids et de la force de contact. D'accord? Quand je fais la somme, je vais avoir P plus C égale MA. Or, le poids étant une force constante, bien qu'il n'intervienne pas dans l'accélération puisque l'accélération est horizontale, eh bien la force de contact est une force qui est constante. C'est-à-dire elle va garder la même orientation et le même module pendant tout le trajet depuis C jusqu'à D. Donc ça veut dire que cette accélération A1 est constante. Alors on va partir de là et essayer de retrouver cette relation. Alors, j'écris que A étant constante, V, quand j'intègre A, je vais avoir AT plus V0. D'accord? C'est-à-dire la valeur, c'est ma constante, donc j'écris qu'AT égale 0, V égale V0. Donc, quand j'intègre A, qui est constante, j'obtiens V égale AT plus V0. Ensuite, j'intègre pour avoir la position et je vais avoir x égale, alors j'intègre ça, 1 demi de a t carré plus v0t plus x0. Alors, si je fais passer mon x0 ici, je vais avoir x moins x0, d'accord? Donc, x moins x0 égale à ce que je viens d'entourer ici, égale à 1 demi de a t carré plus v0 t. C'est bon? Donc, j'ai réécrit ici, alors ça, c'est ce que j'ai appelé delta x, c'est mon déplacement. Donc, j'écris que le déplacement, c'est 1 demi de. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, j'ai sorti de cette équation, j'ai écrit que t, je fais passer le V0 à gauche, c'est V moins V0 divisé par A. C'est d'accord? Si je fais passer V0 ici, je vais avoir V moins V0 égale AT. Donc, ça veut dire que le temps, c'est V moins V0 sur A. C'est bon? Alors, eh bien, dans delta X, j'ai écrit que delta X, c'est 1 demi de A T carré plus V0 T. Je vais remplacer T par ce que je viens d'écrire ici. D'accord? Donc, je vais avoir 1 demi de A à la place de T au carré, je vais mettre V moins V0 au carré sur A carré. C'est ici. Ça, c'est T au carré. Plus V0 T. Alors, V0 multiplié par
T, c'est-à-dire V moins V0 sur A. C'est bon? Alors, j'ai pas eu le temps de... C'est bon, je peux descendre, ça va s'effacer, hein? Vous avez eu le temps de noter? Est-ce que c'est bon? D'accord. Alors, je vais continuer ici. Donc, delta x, ça sera quoi? Alors, j'ai le A au numérateur et le A au carré au dénominateur. Donc, j'ai... Ah, j'ai perdu mon pointeur. Ah, c'est bon. Donc, j'ai un demi, j'ai plus le A au numérateur. Je développe, alors déjà, au dénominateur, je vais avoir A, puisque le carré est parti avec le A du haut. Et au numérateur, je vais développer. Donc, j'ai V au carré plus V0 au carré moins 2 fois V0. Je vais prolonger mon trait de fraction. D'accord? Donc, au numérateur, j'ai développé ce carré. C'est bon? Plus, alors maintenant, je vais faire mon produit ici. Je vais avoir V0 moins V0 au carré divisé par A. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai un demi de A. Alors, si je veux réduire au même dénominateur, eh bien, je vais mettre un 2 ici. Je vais mettre un 2 ici et je vais mettre des 2 partout. Hein. Ça va? Donc, alors, je regarde bien. Tout a le même dénominateur qui est 2A. Donc, j'écris que au dénominateur, j'ai 2 fois A. Et au numérateur, j'ai quoi? Au numérateur, j'ai V carré, qui est tout seul. Il n'y a pas d'autre terme en V. Ensuite, j'ai V0 carré, qui est avec le moins 2V0 carré. Donc, moins 2 fois V0 carré plus V0 carré, ça fait moins V0 carré. Ça va? Il me reste moins 2V V0 plus 2 fois V V0. Je les barre parce qu'ils se simplifient. D'accord? Alors, il me reste quoi? Eh bien, il me reste delta x qui est égal à V carré moins V0 carré sur 2A. Autrement dit, V carré moins V0 carré égale à 2 fois A delta x. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est ça que je vous proposais d'utiliser comme formule. Nous, dans notre exercice, le delta x, c'est la distance BC. D'accord? Le V, c'est VC. Le V0, c'est VB. Est-ce que c'est bon? Je peux revenir à notre document? C'est bon? D'accord. Voilà, donc j'en suis non, je suis plus haut. Voilà, donc j'ai écrit que VC carré moins VB carré euh, euh, alors là, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je peux pas, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, si un de vos camarades sait, connaît l'expression en arabe, qui vous le confirme dans le chat. Moi, je ne sais pas.
Alors, donc, la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale à 2 fois l'accélération multipliée par le déplacement. D'accord? Donc, j'avais v carré moins v0 carré égale à 2a delta x. Donc, j'écris que A1, alors A1, j'avais trouvé que c'était moins mu D1G, d'accord? Donc voici, voici le second terme 2 fois A1 BC. J'ai juste remplacé A1 par moins mu D1G. C'est bon? Alors, ça veut dire que VC carré est égal, alors je remplace VB, alors VB c'était VB c'était racine carrée de 2GR plus VA carré. Ça veut dire que VB carré c'est 2GR plus VA carré. Donc je reviens ici. Donc VC carré est égal à 2GR, ça c'est VB carré, d'accord? Moins 2 mu D1G BC, BC étant égal à R, voilà ce que ça donne pour VC. Voilà. Donc VC égale racine de 2 fois 1 moins mu D1 GR plus VA carré. C'est l'heure, donc on va s'arrêter. Non, c'est pas l'heure. On finit à 3 heures. Hein. Ah oui, oui, on a encore une demi-heure. Ok. Donc VC à cette expression-là. Alors, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Oui, alors on ne connaît pas mu D1. On ne connaît pas VA, donc c'est juste l'expression de VC qu'on peut donner, on ne peut pas faire de calcul. Hein. C'est bon, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas faire de calcul numérique puisque on ne connaît ni la valeur de la vitesse initiale, ni la valeur du coefficient de frottement mu D1. Voilà. Alors, on passe à la troisième question. Alors, troisième question. On connaît mu D2 sur la partie inclinée et on vous demande de trouver l'accélération sur la partie inclinée. Alors, sur la partie inclinée, eh bien, on a le poids. Voici la direction de la normale, la force de contact. Alors, il faut toujours représenter la direction du vecteur vitesse, la direction et le sens du vecteur vitesse. Alors, par rapport à la normale au plan, la force de contact est obligatoirement inclinée vers l'arrière. Ça veut dire qu'elle est inclinée vers le bas. Ça va? Et quand vous regardez les deux forces, le poids et la force de contact, eh bien, par rapport à la direction parallèle au plan, eh bien, vous allez avoir toutes les composantes parallèles qui sont vers le bas. Donc, ça veut dire que l'accélération est forcément vers le bas. D'accord? Alors, on peut aussi raisonner sur le fait qu'il y ait des frottements et que forcément, au fur et à mesure que ça va monter, ça va être ralenti à cause des frottements. D'accord? Donc l'accélération est forcément vers le bas. Alors, on écrit donc, on cherche l'accélération. On va écrire la relation fondamentale de la dynamique. Donc P plus C égale à MA2. On n'a pas la même accélération que tout à l'heure.
On décompose suivant la direction parallèle au plan et la direction perpendiculaire au plan. Alors, vous voyez que le poids va avoir une composante parallèle et une composante perpendiculaire, la force de contact aussi. Et donc, on va, sur la direction parallèle, avoir C parallèle plus P parallèle égale à MA2. Et sur la direction perpendiculaire, on va avoir P perpendiculaire plus C perpendiculaire égale 0. Alors, la relation entre les modules, c'est que le poids, ils sont tous les deux composantes sont dans le même sens. Hein. Donc, le module de P parallèle plus le module de C parallèle égale à M à 2, module de A2. Et C perpendiculaire va être opposé, le vecteur C perpendiculaire va être égal à moins P perpendiculaire. Ça veut dire que les modules sont égaux et le module de P perpendiculaire, on le connaît, c'est mg cosinus alpha. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus? On sait que mu d2, c'est C parallèle sur C perpendiculaire. Et mu d2, cette fois, on le connaît. On connaît la valeur de mu d2. Donc, on va pouvoir trouver une valeur numérique à notre accélération. Alors, on écrit donc que MA2 égale à P parallèle plus C parallèle. Alors, P parallèle, c'est P parallèle est ici, d'accord? On la retrouve aussi ici. Et j'ai mon angle alpha ici que je retrouve là, d'accord? Donc, dans ce triangle rectangle, le poids c'est l'hypoténuse et P parallèle c'est le côté opposé à l'angle. Donc, P parallèle c'est MG, ça c'est P parallèle, d'accord? C'est MG sinus alpha, c'est bon? Et C parallèle, d'accord, j'écris que P parallèle plus C parallèle égale à MA2. C parallèle, c'est, alors ici, c'est C parallèle à. Alors tout ça, c'est le module de C parallèle. Alors pourquoi est-ce que c'est mu d2 mg cosinus alpha? C'est parce que c'est mu d2 multiplié par C perpendiculaire, d'accord? À cause de cette définition du coefficient de frottement dynamique, d'accord? Donc C parallèle, c'est mu d2 multiplié par C perpendiculaire, et on vient juste de voir que C perpendiculaire, c'est égal à P perpendiculaire, d'accord? Donc, je remplace ici C perpendiculaire par P perpendiculaire qui vaut mg cosinus alpha. Donc, j'ai le module de C parallèle égal à mu d2 mg cosinus alpha qu'on trouve ici. C'est bon? Alors, je peux mettre mg en facteur. Je vais avoir m module de A2 égale à mg facteur de sinus alpha plus mu d2 cosinus alpha, et j'ai le m qui se retrouve partout, donc je simplifie, j'ai A2 égale à moins g, alors A2 en module, hein, je vais l'écrire ici, A2 égale à g sinus alpha plus mu d2 plus mu d2
G cosinus alpha, d'accord? Mais comme l'accélération est vers l'arrière, eh bien, ce n'est pas le module, c'est la mesure algébrique de A2. Donc, je vais mettre un signe moins devant. Voilà. Alors, je peux cette fois faire le calcul. Je vais avoir, l'angle alpha, c'est 20 degrés. Mu D2, c'est 0,5. Et quand vous faites le calcul, ben, on va retrouver moins 8,1 mètres par seconde au carré. D'accord? Le signe moins indique que la mesure algébrique de l'accélération A2 est négative puisque le vecteur accélération A2 est vers le bas. Voilà. Alors ensuite, si la vitesse initiale de m est nulle, donc si VA égale 0, quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D? D'accord? Alors, on fait quoi? Eh bien, alors j'ai points, j'ai mes points C et D qui sont là, d'accord? Et on veut savoir quelle doit être la valeur de mu D1, donc sur la partie horizontale, pour que, euh, pour que ma masse arrive au point D, pour qu'elle s'arrête au point D, donc pour qu'elle arrive avec une vitesse nulle au point D. C'est bon? Alors, eh bien, on va appliquer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va dire que VD carré moins VC carré égale à 2 fois l'accélération multipliée par la distance, le déplacement CD, d'accord? Donc, j'écris VD carré moins VC carré égale à 2 fois A2 CD. Alors, n'oubliez pas que A2 est une accélération négative. Hein. Alors, si la masse s'arrête au point D, ça veut dire que VD égale 0. Donc, je vais avoir moins VC carré égale à 2 fois A2 CD. CD étant égal à R, je vais avoir moins VC carré égale à 2A2 R. D'accord? Et puisque VC carré, alors je vais remonter à l'expression de VC de tout à l'heure. Voilà ce qu'on avait trouvé. Voilà ce qu'on avait trouvé pour VC. Hein. On avait trouvé que c'était la racine carrée de 2 fois 1 moins mu D1 GR plus VA carré. C'est bon? C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure connaissant l'accélération A1. On avait appliqué notre formule vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale 2 fois l'accélération par le déplacement. Et on avait obtenu VC en fonction de VA. D'accord? Alors, si on vous dit que VA est égal à 0, eh bien, ça veut dire que ce terme-là disparaît dans l'expression de VC et que VC, c'est racine de 2 fois 1 moins mu D1 GR. C'est tout. Alors, j'ai donc écrit que VC au carré, c'est, alors, ça c'est l'expression quel que soit VA. Si VA égale 0, eh bien ça devient, j'ai ce terme-là qui disparaît, donc VC carré égale à 2 fois 1 moins mu D1 GR. C'est bon? Alors, on remarque que j'ai 2R qui apparaît des deux côtés. Donc, je simplifie le 2, je simplifie le R, et je vais avoir moins A2 égale à 1 moins mu D1 G. C'est bon? Alors, comme A2 est négative, je vais donc avoir ici A2 c'était moins 8,1, donc je vais avoir ici 8,1 égale à 1 moins mu D1 G. Et je vais pouvoir en déduire la valeur de mu D1.
Donc, je reviens ici. Alors, ça donne quoi? Ça donne, donc ici, ça me donne moins A2 égale à G A. Bon. Alors, moins A2 égale à G moins mu D1 G. Oh. Bon, ben, vous n'êtes pas les seuls à avoir une mauvaise connexion. Moins A2 égale à G moins mu D1 G. Je fais passer le mu D1G à gauche et le A2 à droite. D'accord? Donc, je vais avoir mu D1 G égale à G plus A2. C'est bon? Ça veut dire que mu D1 est égal, je fais passer le G à droite, mu D1 égale à 1, donc G sur G, plus A2 sur G. Alors, n'oubliez pas que A2 est négatif. Hein? Donc, ça sera plus petit que 1. On va au résultat, voilà. Donc, mu D1 est égal à 1 plus A2 sur G. A2 étant égal à moins 8,1, eh bien, on trouve que mu D1, c'est 0,19. Voilà. On va avoir 1 moins 0,8. 1 moins 0,81 puisque l'accélération c'était moins 8,1. Oui, donc c'est bon. 0,19. Alors maintenant, c'est le petit c, c'est pas le petit d ici, c'est une erreur. Dans ce cas, donc dans le cas où VA égale 0, est-ce que la masse peut redescendre après son arrêt sur CD? Justifiez votre réponse. Alors, quelles sont les conditions de rupture de l'équilibre? La question qu'on vous pose ici, c'est que la masse est remontée sur l'axe, sur le plan incliné. Donc, elle est arrivée au point D avec une vitesse nulle. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le point D est un point de rebroussement? Est-ce qu'elle va redescendre? Ou est-ce qu'elle va rester immobile au point D? Voilà la question qui est posée. Alors, pour qu'elle redescende, quelle est la condition? Pour qu'elle redescende, eh bien, je dois être dans les conditions de rupture de l'équilibre. C'est-à-dire que je dois avoir ces deux conditions, que P plus C égale 0 et que le rapport C parallèle sur C perpendiculaire, ce soit mu S. D'accord? Alors, si vous regardez bien votre énoncé, eh bien, vous vous rendez compte qu'on ne vous a pas donné la valeur de mu S. Alors, on fait quoi? Quand on n'a pas mu S, c'est-à-dire que on aurait pu écrire le rapport connaissant P parallèle et P perpendiculaire, eh bien on aurait pu calculer le rapport C parallèle sur C perpendiculaire et vérifier est-ce que c'est la valeur de mu S ou pas. Or ici, on n'a aucune idée de la valeur de mu S. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une troisième condition à cette rupture de l'équilibre. Ne connaissant pas mu S, eh bien, on va dire que mu S doit vérifier cette condition. Vous vous rappelez, on a vu ça en cours, que mu S est toujours plus grand ou au minimum égal à mu D.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que mu-s égale mu-d. C'est-à-dire que c'est la valeur la plus petite que pourrait avoir mu-s, c'est la valeur de mu-d. Quand je parle de mu-d, c'est le mu-d2, hein, d'accord? Il faudra que je rajoute ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher l'angle qu'il faudrait pour que mu-s soit égal à mu-d. C'est-à-dire que pour que mu-s, alors mu-d2 c'était 0,5, alors on va supposer que mu-s est égal à 0,5, puisque c'est le minimum que peut avoir la valeur de mu-s, c'est qu'il soit égal à mu-d, mais normalement mu-s est plus grand que mu-d, donc c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir comme valeur pour mu-s. Et on va chercher pour cette valeur de mu-s, cette valeur éventuelle de mu-s, on va chercher quel est l'angle auquel ça correspond. Eh bien, quand on calcule cet angle, alors je vais le faire ici. Donc voici mon plan incliné, d'accord? Et je vais dire que je suis que mu-s est égal à 0,5, d'accord? Et je vais chercher quel est l'angle qu'il faut. Alors, je vais appeler ça alpha, alpha 0 ou alpha limite. Quel est l'angle alpha 0 pour que mu-s soit égal à 0,5? Eh bien, l'angle alpha 0, alors mu-s, c'est parallèle sur C perpendiculaire. Donc, si vous faites le rapport ici, vous allez avoir mg sinus alpha sur mg cosinus alpha, 0, évidemment. Donc, je vais avoir tangente alpha 0 égale à 0,5. Quel est l'angle qui a pour tangente 0,5? Eh bien, si vous regardez, vous tapez ça sur votre calculatrice, eh bien, vous allez trouver comme angle un angle de 26,56 degrés. D'accord? Et là, je vous rappelle qu'on a pris le minimum que peut prendre la valeur de mu-s. Mu-s doit être plus grand que mu-d. Et nous, ce qu'on a pris comme valeur de mu-s, c'est qu'il soit égal à mu-d. Ça, c'est le minimum. Et donc, pour ce minimum, l'angle pour lequel on a la rupture de l'équilibre, eh bien, c'est 26,56 degrés. Or, l'angle alpha qu'on vous a donné, c'est 20 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la masse M ne peut pas redescendre parce que elle n'arrive, quelle que soit la valeur que vous allez donner à mu-s, eh bien, vous ne serez jamais dans la condition de rupture de l'équilibre. Voilà. Donc, alpha qui vaut 20 degrés est plus petit que cet angle limite pour lequel on aurait la rupture de l'équilibre. Donc, quel que soit mu-s inférieur ou égal, supérieur ou égal, c'est une erreur ça, quel que soit mu-s supérieur ou égal à 0,5, eh bien la masse ne sera jamais à la rupture de l'équilibre, donc elle ne va pas redescendre. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là parce que avec les 2 heures de cours de ce matin, je pense que vous êtes fatigués. On finira ça la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions?